Bonjour à tous, Cyril Tomzik, Enera Conseil. On est un bureau d'études thermiques, fluides, et avec également une branche sur tout ce qui est partie énergie management. Et on va vous présenter donc la flexibilité et l'énergie management. Comment on peut financer donc l'énergie management grâce à la flexibilité et l'intervention donc d'Alexandre qui m'accompagne pour présenter la solution. Merci beaucoup Cyril, bonjour à tous. Merci donc Enera pour l'invitation. Moi je suis Alexandre Gérard, je suis cofondateur et CEO de Horus Energy, qui est un acteur de la flexibilité électrique pour les bâtiments en France. On fait participer à peu près 2 millions de mètres carrés à l'équipe du système électrique aujourd'hui. Donc voilà, cette nouvelle ère énergétique qui s'ouvre où on peut être rémunéré pour consommer l'électricité au meilleur moment en rendant un service d'équilibrage. Et donc cette démarche-là elle peut effectivement être mise au service du financement de l'énergie management pour consommer à la fois moins et mieux. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est peu favorable aux investissements, euh, avec une baisse d'activité économique, avec l'incertitude politique qu'on peut connaître, le contexte international. Euh, c'est pas forcément le meilleur moment et en tout cas il n'y a pas de clarté pour les investisseurs pour pouvoir partir sur des solutions et dire on va aller faire de l'économie d'énergie ou on va investir pour faire de l'économie. Et on a également un millefeuille réglementaire qui arrive petit à petit sur les bâtiments tertiaires en particulier, ou alors on va dire des textes réglementaires qui arrivent, qui repartent pour aider justement à la sobriété énergétique. Dans ce contexte-là, on essaye de trouver des solutions qui vont permettre en fait aux propriétaires de parcs vraiment d'aller vers de l'économie d'énergie sur du moindre coût, sur de l'investissement minimum ou des retours sur investissement ultra rapides. Et donc on a certains leviers comme l'énergie management qui permet des fois de manière très simple d'aller piocher dans du potentiel existant sur les bâtiments. Euh, les travaux, c'est les gros investissements, c'est ce qui va aussi ralentir ce potentiel d'économie. Parfois, c'est des travaux qui sont indispensables pour aller chasser ou pour atteindre certains objectifs fixés par la réglementation. Mais les travaux ne suffisent pas. On peut avoir de la dérive et c'est là où il y a tout l'intérêt de l'énergie management c'est un expert qui va analyser le fonctionnement du bâtiment, questionner sur les leviers d'amélioration. Et ça permet en fait sur l'énergie management d'aller très rapidement chercher des gains, d'améliorer le confort et le tout, et on le voit tous les jours nous dans nos métiers, d'aller chercher de l'économie mais très très rapidement, parfois sur certaines missions en quelques semaines, de réduire de manière significative les factures d'énergie. L'autre aspect c'est ok on va couper dans la consommation d'un bâtiment, mais quid du confort. Et l'énergie manager est là aussi pour garantir le confort des occupants. Tout l'intérêt aussi de connaître techniquement comment fonctionne le bâtiment, d'avoir aussi une approche de l'humain, de l'usager, la compréhension du fonctionnement du bâtiment. Et c'est de trouver de la stabilité thermique. Donc là, c'est clairement le fonctionnement et l'attitude qu'a le bâtiment dans son usage. Mais il y a aussi toute la partie d'automatisation. Je pense que beaucoup de personnes dans la salle ont entendu parler du décret Bax aujourd'hui qui s'impose un petit peu à tout le monde. Ben, il y a aussi ce côté de permettre d'avoir des signaux, des alertes qui vont éviter la dérive et qui vont ancrer dans le dur en fait toute la partie d'économie d'énergie qu'on peut avoir face à l'énergie management. Bien sûr, c'est des missions qui ont un coût et donc l'idée c'est de le présenter avec la flexibilité pour justement que la flexibilité permette de venir financer ce type d'investissement et que ça soit moindre coût pour les propriétaires de parcs tertiaires. Donc pour parler justement de flexibilité électrique, je pense que c'est important de repartir du tout début. Donc c'est un sujet dont on entend de plus en plus parler. C'est pas un sujet qui est nécessairement nouveau. Déjà nos ballons d'eau chaude dans les années 70, c'était déjà de la flexibilité. Par contre, il est vrai que le changement qu'on vit depuis à peu près 5 ans est vraiment profond. On a un changement de paradigme dans le monde de l'énergie. Peut-être pendant les 50-60 ans, l'énergie était quelque chose de stable, simple, prédictible. Et l'enjeu était vraiment d'aller
uniquement consommer moins. Et aujourd'hui, on entre dans une ère de la volatilité, en fait, où il y a beaucoup de complexité qui s'installe de par la transition énergétique, qui d'un côté production, fait qu'on installe massivement des énergies renouvelables intermittentes, sur lesquelles on a moins de contrôle, évidemment. Et de l'autre côté consommation, eh bien, on électrifie nos usages. Vous mettez peut-être dans vos bâtiments des pompes à chaleur, des bornes de charge véhicules électriques, et on parle aussi, pourquoi pas, de nouveaux data centers avec pour l'IA. Et ça a tendance à créer pour le réseau des appels de puissance qu'on n'avait pas à gérer précédemment. Et on a un nouveau problème qu'on n'avait pas à gérer avant, qui est qu'on doit synchroniser la consommation et la production. Donc ça, c'est pour une réalité physique assez simple. On a besoin d'équilibrer à chaque instant la puissance injectée sur le réseau et la puissance soutirée. Sinon, eh bien, on a un déséquilibre qui peut mener, s'il n'est pas rattrapé, au pire des cas, à la coupure générale, au blackout. Donc ce qui est plus du tout envisageable dans nos sociétés modernes. Et donc c'est pour ça qu'en France et dans tous les pays, vous avez un opérateur de réseau, donc chez nous c'est RTE, qui est garant de cet équilibre offre-demande, production-consommation à chaque instant. Et donc il s'appuie pour ça sur des mécanismes qu'il met en place. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de mécanismes dans lesquels des acteurs comme nous, des acteurs de la flexibilité, peuvent participer pour aller rendre ce service d'équilibrage et créer de la valeur qui n'était pas captée par le bâtiment précédemment. Aujourd'hui, le bâtiment, c'est plus uniquement, j'allais dire un bâtiment dans son coin, mais c'est vraiment un nœud du réseau électrique qui peut rendre service au réseau. Nous, il y a une image qu'on partage souvent qui fait écho à ce qu'on a vu au niveau du web au début des années 2000. Le web, à l'époque, c'était un web 1.0, on va dire, dans le sens unique. Je consulte mon journal et puis voilà, c'est uniquement en ce sens-là. Et c'est devenu participatif avec l'émergence des réseaux sociaux, typiquement. Aujourd'hui, dans l'énergie, on était jusqu'à assez peu de temps dans l'énergie 1.0. Je consomme, je paye. Et aujourd'hui, ça devient vraiment participatif. Soit parce que je vais produire localement une partie de mon électricité avec des panneaux solaires, soit même juste parce que j'ai des actifs électriques qui, selon les moments auxquels je vais les utiliser, vont faire que je peux rendre un service au réseau et être payé pour ça. Voilà. Donc ça, c'est une réalité qui existe historiquement, mais qui là s'accroît énormément à cause de la transition énergétique qui met de plus en plus de pression sur nos systèmes électriques. Et donc ça, c'est encore plus vrai dans des géographies qui ont des pénétrations d'énergie renouvelable plus importantes. Donc par exemple, côté des États-Unis, en Californie, il y a des énormes problèmes sur le réseau électrique, structurels en fait, de par cette désynchronisation production-conso. Donc il y a plusieurs moyens de le résoudre. Historiquement, on utilisait des centrales thermiques de pointe qu'on allumait du coup au moment des surconsommations. Il y a la possibilité de mettre des batteries, mais on a un problème d'échelle parce que même si les prix s'effondrent, le coût d'une batterie aujourd'hui en CAPEX reste très 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 élevé et ça reste au moins 50 à 100 fois plus élevé que d'aller simplement piloter de la consommation pour la placer au bon moment et garantir cet équilibre. Donc, du coup, on le disait juste avant, ça c'est une opportunité énorme pour les bâtiments. Du coup, de devenir des actifs flexibles qui vont contribuer à l'équilibre du système électrique et être payés pour ça. Donc on entre dans une ère où on peut être payé pour mieux consommer, mieux étant au meilleur moment. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas si compliqué que ça quand on a un bâtiment, parce qu'on a des charges qu'on va pouvoir piloter grâce au déploiement des systèmes de pilotage qu'on évoquait, donc le décret BACS, ou sur les bâtiments plus gros, c'est des systèmes qui existent historiquement. Et donc typiquement, avec des actions très très simples, typiquement décaler son chauffage d'une heure ou deux les jours de pointe, donc l'anticiper, préchauffer le bâtiment, eh bien, on va pouvoir rendre un grand service au réseau électrique en très peu de temps. Donc typiquement, nous on a des exemples l'hiver dernier où des bâtiments, en agissant une dizaine d'heures en tout sur tout l'hiver, généraient jusqu'à 15 000 euros pour des bâtiments voilà, de 15-16 000 m². Donc c'est quand même assez significatif pour assez peu d'efforts finalement, parce que simplement on va venir rendre le bon service au bon moment. L'autre chose très importante à dire quand on parle de flexibilité dans les bâtiments, c'est que le premier réflexe qu'on a tous, et c'est bien normal, c'est de penser que ça va être un risque pour le confort. En réalité, c'est jamais le cas parce qu'on se concentre sur des actions très petites et surtout que la manière dont on va piloter prend en compte les conditions de confort. Donc typiquement, on peut s'engager, mettre dans le système, et c'est une question de pilotage derrière énergétique, une condition qui est qu'on ne passera jamais en dessous de 20 degrés par exemple. C'est la consigne que vous avez sur le bâtiment. Donc voilà. Donc juste pour partager, on a un certain nombre de magasins en tôle qui participent et qui tiennent parfaitement des actions de 1 heure ou 2 heures sans aucun impact sur le confort.
et parce qu'il ne faut jamais, je pense, se tromper de priorité. Quand on gère un bâtiment, on n'est pas là en priorité pour rendre service au réseau électrique. On vient d'abord rendre service à ses occupants. Mais ce qu'on montre, c'est qu'on peut combiner les deux en réalité. Et donc, quand on arrive justement à combiner les deux et à consommer à la fois moins et aussi mieux, c'est-à-dire au bon moment, eh bien, on va pouvoir capter une valeur nouvelle pour le bâtiment, qui est tout simplement des rémunérations d'équilibrage du système électrique. Donc ça, c'est notre spécialité chez Horus. Nous, notre rôle, c'est de faire le pont entre les opportunités sur les marchés d'électricité et les marchés de l'énergie et la réalité de la consommation sur les sites. Et donc là, on s'appuie évidemment sur l'expertise historique, par exemple, d'Enera, pour aller faire le bon pilotage dans le bâtiment, garantir toujours le confort et l'usage. Et nous, notre rôle, du coup, ça va être d'aller valoriser le fait de décaler la consommation au bon moment. Et donc, vous avez un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place par RTE. Historiquement, on a surtout des mécanismes dits capacitaires. Donc, vous êtes payé pour rendre un service au réseau quand il en a besoin. Ça va être surtout l'hiver, au moment des pics de consommation. Mais de plus en plus, avec l'explosion de la volatilité, il y a des opportunités tous les jours où vous avez des écarts de prix x2, x3 en l'espace de quelques heures. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est que c'est du coup chaque jour. Et voilà, je ne parle même pas des prix négatifs dont vous avez sans doute entendu parler, qui arrivent maintenant à la mi-journée et au printemps et en été, avec la surproduction solaire, qui est autant un problème pour le réseau que la surconsommation en hiver typiquement. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est important de dire que ce pont existe et qu'on peut rémunérer des bâtiments pour ça, pour le fait de consommer au bon moment. Sur l'action type, je sais plus comment on avait dit. Donc on présente en fait les résultats d'une action faite sur un bâtiment. Donc, dans la continuité de la slide précédente, où nous on va venir accompagner en fait le bâtiment tertiaire sur la conception de la GTB, l'architecture pour pouvoir faire le pilotage intelligent. On va également amener la partie d'énergie management, donc avec des experts en interne qui vont faire l'analyse de la consommation en accord avec la flexibilité, donc avec la mission d'Horus, pour pouvoir justement piloter au plus juste et surtout avoir des effets de levier qui vont se démultiplier entre la flexibilité et ce qu'on va pouvoir amener en termes de pilotage intelligent quand les équipements soit sont existants, soit en réalisant des travaux parfois assez simples ou en accord avec le mainteneur pour pouvoir avoir une programmation qui va permettre la flexibilité. Et donc là, on a un retour d'expérience sur une concession automobile en région parisienne où on a en fait la courbe de charge donc en bleu qui est le profil de consommation du site actuel et la projection avec la courbe de charge en rouge et le décalage donc, qui apparaît sur les horaires d'ouverture de cette concession automobile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec des revenus de l'ordre de 1 400 € dans le cadre de la flexibilité, grâce à la flexibilité et au travail qu'a fait Horus. Et à travers les missions d'énergie management, le pilotage, la flexibilité a permis de financer la part d'énergie management et donc d'avoir un coût par an pour le client de 810 € du coût de la mission. Et à côté de ça, c'est ancré après, les 1 400 € d'effacement sont ancrés dans le temps pour le client. Et en plus, sur la partie d'énergie management, on peut aller plus loin, parce que là, on a travaillé que sur une part d'effacement pour comprendre le fonctionnement du bâtiment. Mais en ayant compris le fonctionnement du bâtiment, on peut après derrière faire créer de l'optimisation. L'optimisation qui vont être faite sur les aspects techniques purement bâtimentaires, CVC, le parti ventilation. On peut aller également regarder ce qui se passe sur l'éclairage. Mais dans le cadre d'une concession automobile, ça peut être aussi sur les courbes de charge fournies par le client, mais des courbes de charge de travail. Et donc venir dire, voilà, par exemple en carrosserie, il n'y a pas besoin, par rapport à la charge de peinture qu'il y a à faire cette semaine, il n'y a pas besoin d'allumer les 2 cabines de peinture, il n'y en a qu'une seule qui va être allumée, où on a moins d'occupation, on a moins de visites le samedi où il n'y a que le showroom et couper le reste du bâtiment et avoir que la partie d'accueil public qui va être en fonctionnement. Donc l'énergie management permet aussi d'aller justement démultiplier ce qu'on obtient avec la flexibilité, voire même parfois l'optimiser dans le temps. Absolument, je pense que c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on crée une sorte de cercle vertueux
où le consommer mieux permet de financer une partie du consommer moins, qui lui-même, du coup, en plus des économies, permet d'aller consommer encore mieux, et ainsi de suite. Et je pense qu'il est important, c'est dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une pérennité. C'est pas une action qui est faite une fois, c'est vraiment dans le temps. Et ça peut être fait du coup sans aller impacter l'usage ou le confort sur les sites. Donc là, sur la courbe de charge qu'on voit, en fait, ce qu'on voit en fait ici, c'est qu'on utilise le bâtiment comme une sorte de petite batterie thermique. Là, vous voyez, il y a un préchauffage qui est effectué. Donc on chauffe un tout petit peu avant, un tout petit peu plus que d'habitude. Et derrière, à l'heure critique, on va consommer moins que d'habitude parce que le bâtiment est en fait déjà chaud. Et donc au niveau de l'énergie sur l'action purement en flexibilité, il n'y a pas d'économie en tant que telle. C'est vraiment juste le moment qui change. Donc ça pour effet de ne pas impacter le confort, voire même souvent on a même une amélioration du confort parce que quand les gens arrivent, le bâtiment est déjà chaud. Mais c'est surtout que du coup ça rend un service au réseau qui finance et qui derrière permet d'aller plus loin sur l'optimisation énergétique et de financer des actions avec vraiment beaucoup d'intelligence derrière. Voilà, débloquer un cran nouveau en termes d'optimisation énergétique. C'est ça. Et tout l'intérêt aussi de la mission d'énergie management, c'est ce qui va découler des préconisations en fait, qui sont données au bâtiment pour justement faire l'optimisation, que ce soit sur de l'usage ou simplement sur les équipements techniques du bâtiment. Et on peut passer donc aux questions-réponses. Peut-être été un peu plus vite que prévu. Alors, est-ce qu'il y a des questions-réponses? Enfin, des questions, on aura les réponses normalement. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Je me demandais simplement pour bien comprendre la rémunération dont vous parlez par le réseau. Pardon. La rémunération dont vous parlez par le réseau, c'est juste une baisse du coût de l'électricité ou il y a vraiment un contrat qui permet de rémunérer et que RTE vous envoie de l'argent concrètement? Merci beaucoup pour votre question. Donc c'est vraiment un nouveau revenu. C'est pas une économie sur la facture. C'est un revenu. On est vraiment dans un modèle d'affaires où A rend service à B, A étant le bâtiment, B étant le réseau électrique. Et nous, on est juste l'intermédiaire qui permet d'aller capter cette valeur-là. Alors, c'est pas automatique, ça nécessite pas mal d'intelligence parce qu'il y a plusieurs marchés sur lesquels on peut participer. Mais c'est vraiment un revenu. C'est indépendant de la facture. Et merci beaucoup de poser la question parce que c'est important de le dire. Et donc, on peut profiter de ça, profiter des variations dans le prix de l'électricité intrinsèque en ayant un tarif de fourniture parfaitement fixe, sans aucun risque. Et donc voilà, on peut s'exposer en fait à cette volatilité que quand c'est intéressant. Et ça, c'est permis par du coup ces mécanismes de flexibilité mis en place par RTE. C'est pas toujours d'ailleurs RTE qui finance. RTE est le garant de l'équilibre. Il s'appuie sur des mécanismes. Bien souvent derrière, ceux qui payent, ce sont les fournisseurs qui sont obligés de garantir un équilibre sur leur portefeuille, donc de garantir qu'il y a autant d'énergie consommée par autant d'énergie injectée sur les réseaux que ce qui a été consommé par leurs clients. Et si ce n'est pas le cas, bien justement, il y a des mécanismes derrière qui permettent de rattraper les déséquilibres. Et donc voilà, ça donne vraiment lieu à un nouveau revenu. Et donc il y a un contrat pour ça, c'est un contrat de partage de revenus que nous on fait avec les sites. Et voilà, c'est indépendant de tout contrat de fourniture et on peut avoir n'importe quel fournisseur, n'importe quel contrat avec. Et peut-être une deuxième question plutôt sur l'énergie management. Quelles sont les autres possibilités à part l'effacement du chauffage, du coup le décalage du chauffage, qui sont courantes et qui permettent de faire des gains substantiels? Alors, sur la partie énergie management, ce qu'on a remarqué d'usage dans nos missions, c'est très régulièrement, c'est des points de réglage qui ne sont pas faits ou qui ont dérivé. Et très souvent, on s'aperçoit, l'exemple que j'ai le plus prégnant en tête, c'est qu'on est sur une installation de nouvelles chaufferies sur un bâtiment tertiaire, chaudière à condensation dernière génération, et on envoie du 80-60 dans les réseaux, avec 4 réseaux régulés qui ont des 23 voies qui sont ouvertes à 20% au plus gros de l'hiver, et on surchauffe le bâtiment. On est juste venu intervenir, on a juste préconisé des remplacements, des changements de température primaire. Donc on a abaissé les températures primaires
On n'a pas perdu en confort au niveau du fonctionnement du bâtiment. Et on a réalisé 19% de mémoire d'économie d'énergie juste sur les modifications de température primaire, sur une meilleure utilisation aussi en terminale. Là, on avait la chance d'avoir un site équipé avec une GTB qui nous permettait aussi d'aller piloter zone par zone, et donc on avait adapté en fonction des zones les températures de pilotage, et ça nous a permis d'aller, c'est des leviers qui sont ultra rapides en termes d'économie, avec des actions qui coûtent rien. On demande à l'exploitant ou au gestionnaire de dire on abaisse la température primaire de 10 degrés, on augmente la condensation et le rendement au final de la chaufferie. À côté de ça, on va également dire on va faire du pilotage plus fin au niveau des zones et des niveaux d'occupation sur certaines zones. Ça, on va dire, c'est les leviers assez simples. Après, on peut jouer pour aller beaucoup plus loin dans le réglage ultra fin en disant sur telle période, sur la GTB ou sur l'équipement qui va faire la régulation terminale, de dire j'ai de la détection de présence, je coupe ou je fais du réduit. Tout dépend du type de bâtiment et de l'usage du bâtiment aussi, c'est hyper important dans l'énergie management. De mémoire, dans l'enseignement, on doit être sur un taux d'occupation de 27% sur une année. C'est-à-dire que là, les leviers d'économie sont énormes. Les vacances scolaires, les week-ends, la nuit, voilà, l'occupation est vraiment... Donc on peut faire de l'abaissement de température, c'est des vrais leviers. Bon, on prend le cas extrême opposé, vous prenez un EHPAD, résident 100% permanent, occupation nuit et jour, avec une population qui est ultra sensible, et sur laquelle il faut vraiment prendre soin de leur confort, sur les personnes âgées. Et là, on peut également avoir des leviers. Alors c'est moins impactant, mais sur les mêmes types de leviers, avoir des résultats qui sont vraiment significatifs dans le cadre d'une mission d'énergie management, ne serait-ce que sur des températures de primaire qui souvent, par l'exploitant sur site, pour ne pas être embêté sur ce type de population, dit je balance tout à fond et j'aurai pas de problème. Après, ça génère, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une autre forme d'économie qui se crée indirectement par le fait d'optimiser le fonctionnement technique d'une chaufferie ou d'un équipement technique comme une CTA ou un DRV sur n'importe quel type de bâtiment. C'est qu'en plus, on va pérenniser le fonctionnement de cet équipement. Une chaudière à condensation qui ne voit pas une goutte de condensation, sa durée de vie, elle est 2 fois moindre que si elle avait fonctionné normalement. Et de la même manière, sur un DRV qui va refroidir, je pense que tout le monde a vécu ça dans sa vie, de rentrer dans un magasin où il fait 25 ou 27 degrés dehors et on rentre dans le magasin, il fait 19, c'est un frigo. De la même manière, l'équipement technique, si là il n'est pas piloté correctement, sa durée de vie est réduite. Donc il y a aussi tout l'aspect dans l'énergie management de la maintenance des équipements qui va permettre justement ce type d'action d'augmenter la durée de vie des équipements. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais, j'ai deux petites questions pour la flexibilité. Combien de temps ça vous prend finalement par contrat ou par opportunité, par projet de suivre? Est-ce que c'est du quotidien, de l'hebdomadaire, un peu plus lâche? Et puis la question qui va derrière, c'est un peu quelle est la taille à partir de laquelle ça peut commencer à devenir intéressant en termes de consommation ou de mètres carrés? Merci beaucoup pour cette question. Alors nous, c'est une optimisation quotidienne. En fait, on suit heure par heure les opportunités pour pouvoir déclencher nos sites sur les opportunités côté réseau. Maintenant, ça se fait, c'est automatisé, ça ne demande pas du temps humain. Et donc ça amène à, je pense, la deuxième question, qui est quels sont les bons bâtiments qui peuvent participer, quels sont les critères. Il n'y en a que 2. Il faut avoir de la consommation électrique qui peut être décalée, donc ça peut être du chauffage, de la ventilation, de la clim, des bornes de charge véhicules électriques. Et le deuxième point, c'est qu'il faut avoir moyen de les piloter. Et donc là, 2 solutions. Soit, en général, vous avez un bâtiment qui est très gros et qui est du coup historiquement équipé de GTB. Donc là, on va parler de bâtiments de plus de 10 000 m² qui sont équipés quasiment à plus de 80%, mais plutôt de systèmes anciens. Donc là, c'est possible de s'y connecter via des passerelles. Ça prend à peu près une journée de faire ça. Et il y a une nouvelle solution qui émerge qui est encore plus intéressante. C'est avec des systèmes de pilotage connectés, modernes, que là, on va trouver plutôt sur des plus petits bâtiments, donc 1000, 3000 m².
et qui vont pouvoir permettre une participation, un pilotage à distance et donc aussi une participation à tout ce qui est flexibilité à distance sans même avoir besoin d'une passerelle ou quoi que ce soit. Et donc dans ces cas-là, il n'y a pas de limite de taille. C'est dès lors que la consommation est pilotable, il y a un intérêt à faire de la flexibilité et donc il y a des revenus qui peuvent être générés aussi. Donc je pense qu'il y a deux cas de figure. Soit c'est des petits bâtiments qui sont en train de s'équiper de systèmes de pilotage, notamment en lien avec le décret BAX. Soit c'est des très gros qui sont déjà équipés de systèmes de pilotage historiquement. Et pour les deux, il faut qu'il y ait de la consommation électrique décalable.